va cette fois-ci aborder la dernière session avant la table ronde, une session qui est un peu différente, puisqu'elle porte sur les défis du développement du solaire PV. C'est une session plutôt applicative, plutôt tournée vers les applications, avec 4 présentations. Donc la première porte en fait sur les applications urbaines, donc avec pour titre entre dépôt, smart grid, territoire et habitants, les gros défis urbains du solaire PV, par François Ménard. François Ménard est sociologue, il est chargé de mission recherche au plan urbanisme, construction, architecture, le PUCA, qui est un service interministériel rattaché donc, au ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer et au ministère du Logement et de l'Habitat durable, 2 ministères. Voilà, donc toujours 3 ministères. Sous tutelle également du ministère de la Culture pour les questions d'architecture et du ministère de la Recherche qui fait partie de son comité de direction. D'accord, c'est vraiment interministériel. Alors pour tous les exposés qui vont suivre, toujours le plus court possible, une dizaine de minutes pour qu'on puisse passer un peu de temps sur les questions. Voilà. Merci. Mon propos sera triplement périphérique par rapport à votre journée, donc j'espère quand même apporter quelque chose. Périphérique d'une part parce que les questions de SHS, et moi je viens de la recherche urbaine, et la recherche urbaine, les sciences humaines et sociales, il y a des intersections, des recouvrements, mais c'est peut-être pas exactement la même chose. La question du photovoltaïque, nous ne l'abordons pas, nous, directement, frontalement, dans notre champ de compétences, plan, urbanisme, construction, architecture, qui, comme son nom l'indique, a pour objet plutôt la ville, le bâtiment, l'habitat, la conception urbaine architecturale. Et puis, troisième façon d'être périphérique, c'est que vous avez annoncé une dimension beaucoup plus applicative, et là, moi, ça sera peut-être plus conjectural et prospectif. Alors, 3 points que je vais développer. À quoi et à qui peut servir l'énergie positive, puisque j'ai parlé de bâtiment à énergie positive dans cet intitulé, issu du photovoltaïque, et je prétends, et j'essaierai de dire, qu'il y a à la fois des convergences et des risques de malentendus. Un second point sur la question de la qualité fonctionnelle et la performance énergétique en régime d'intermittence, le photovoltaïque étant une énergie intermittente par excellence, ce que peut le bâtiment entendu à la fois comme objet technique, comme service et comme ensemble d'usagers et d'habitants. Enfin, troisième point, la question de la gouvernance et des échelles de gouvernance aujourd'hui du photovoltaïque en ville. Alors, mon premier point, ce que j'entends par là, par convergence malentendu, c'est que le photovoltaïque est une technologie qui semble aujourd'hui satisfaire un rêve d'autonomie, qui est un rêve déjà ancien, et satisfaire également ce que j'appelle le nouveau régime de flexibilité des services énergétiques en réseau et de l'électricité en réseau. Alors, le rêve d'autonomie, là je fais référence à un petit livre dont je vous conseille la lecture, qui est assez intéressant si vous ne le connaissez pas, c'est le rêve d'une déconnexion d'une historienne de l'architecture, Fanny Lopez, qui rappelle le lien qu'il y a entre le rêve d'une autonomie énergétique de la maison et d'une autonomie politique tout court. D'abord une autonomie contre ce qui étaient les monopoles de l'électricité aux États-Unis, puis ensuite ce qui a pu être identifié aux macrosystèmes techniques, aux larges technical systems, l'idée que finalement l'emprise des réseaux n'était pas simplement une forme de solidarité énergétique sur un territoire, mais était une forme d'emprise, d'assujettissement des individus, d'assujettissement politique, dont ils pourraient s'émanciper à la fois politiquement et techniquement. Et là, aujourd'hui, avec le photovoltaïque, on aurait la possibilité de réaliser ce rêve qui a fait l'objet de plusieurs tentatives, notamment à travers la contre-culture américaine des années 60-70, qu'elle documente bien. Elle évoque les dernières tentatives de cette veine-là avec la maison d'Alexander Pike, là vous voyez en haut à droite au Royaume-Uni, qui d'ailleurs avait renoncé au photovoltaïque pour aller vers de l'éolien. Mais on évoquait tout à l'heure la figure de Reiser, le petit film de 77, montre Reiser en train de faire tourner sa machine à laver tout seul dans sa maison isolée. Et donc il y avait cette idée de rupture-là. Aujourd'hui, avec le photovoltaïque, avec ses rendements, avec ses capacités, avec les possibilités offertes par le stockage, on se dit bien enfin, cette autonomie est à portée de la main. Mais cette technologie, elle sert aussi
non pas à la rupture avec le réseau, mais au renouvellement des réseaux qui, aujourd'hui, en matière d'électricité, sont souvent fragilisés, alors pas en France, mais dans beaucoup de pays. Et du coup, l'effacement des consommations qu'on essaye d'obtenir au moment des pics de consommation, ou la linéarisation de la courbe de charge qui est mise à mal par les nouveaux usages de l'électricité dans la maison ou avec l'arrivée des véhicules électriques, eh bien, tout ça peut être rendu possible s'il y a des relais à travers du stockage, mais aussi des relais à travers le photovoltaïque. Et on a bien vu, par exemple, dans les opérations sur la plaine du Var, avec la Média, qu'il y avait un enjeu à pouvoir déconnecter un quartier qui, grâce au photovoltaïque, pourrait satisfaire ses usages pendant un quart d'heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et donc, du coup, cette technologie, elle aide aujourd'hui, finalement, dans un contexte urbain, à la fois... Non, ce n'est pas ça que je voulais montrer. Oui, je reviens sur l'image précédente. À la fois un possible de l'énergie collective optimisée à certaines échelles et une possible autonomie individuelle à d'autres échelles, dans d'autres territoires urbains ou périurbains. Et donc, on a là, je reprends la formule de Gilles de Bizet, chercheur au laboratoire Pacte, on a là un nœud socio-énergétique, nœud au double sens de verrou, puisque pour l'instant le stockage n'est pas encore là, c'est-à-dire que cette fluidité, cette autonomie complète, on ne l'a pas. Le nœud au sens de blocage et le nœud aussi au sens de bifurcation, puisque plusieurs chemins sont possibles, peut-être que plusieurs chemins seront possibles simultanément, et socio-énergétique, parce que ça engage à la fois des technologies, des formes d'énergie et des organisations sociales. Donc, on est dans ce contexte-là, et le bâtiment devient le lieu où se joue, alors peut-être pas un combat, peut-être des tensions, mais en tout cas des expérimentations, des projets, des cheminements dont certains finalement constituent des formes d'un futur possible, d'autres seront abandonnés. Et donc c'est ce que je voudrais évoquer maintenant en parlant des bâtiments énergie positive, puisque donc, il est prévu qu'à partir de 2020, la réglementation française en matière de construction n'autorise à la construction neuve que des bâtiments à énergie positive. Or, la question qui se pose, c'est est-ce que ces bâtiments à énergie positive sont des bâtiments qui sont avec différentes sources d'énergie? Est-ce qu'ils seront à énergie positive en moyenne annuelle, comme c'est le cas aujourd'hui? Est-ce qu'ils devront pourvoir à leurs besoins? Est-ce qu'ils seront équipés en leur sein de sources d'énergie ou ça sera à proximité, comme le prévoit la réglementation européenne? Est-ce que ça sera pour eux-mêmes ou de façon solidaire avec leur environnement? Et donc en tout cas, ça appelle de nouveaux arbitrages. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on essaie de raisonner en termes de solidarité énergétique, que ce soit par contiguïté ou à travers le réseau, eh bien, ces bâtiments à énergie positive, qui sont extrêmement performants, extrêmement bien isolés, qui consomment très peu, ben, s'ils consomment peu, ils s'effacent peu aussi. Et donc, la ressource qu'ils constituent pour le réseau, même s'ils ont une courbe de charge facilement manipulable, ça sera sur quelques kilowatts en puissance, sur quelques kilowattheures dans la semaine, mais ça ne sera sans doute pas suffisant, d'autant plus que le renouvellement du parc de logements en France, c'est 0,1 à 0,2% par an. Souvent on dit 1% c'est la croissance nette. Le renouvellement, c'est moins encore. Donc, du coup, il y a des choses qui doivent se jouer dans des bâtiments déjà construits, des bâtiments existants. Et là, la question se pose de savoir si, en situation d'effacement, c'est-à-dire le moment où ils sont déconnectés du réseau, ils vont conserver leur qualité d'usage. Et là, le photovoltaïque se combine avec d'autres considérations. Le bâtiment énergie positive, ce n'est pas un bâtiment qui peut produire un peu plus et qui serait smart grid ready, qui disposerait des petites interfaces techniques permettant de switcher l'autoproduction ou de l'énergie réseau, mais il doit conserver des qualités d'usage qui sont offertes, entre autres, par son inertie thermique, par la capacité à accueillir différents usages en son sein,
Et du coup, la question se pose aujourd'hui de savoir si un bâtiment à énergie positive doit présenter des caractéristiques intrinsèques qui finalement permettent de potentialiser le photovoltaïque qui va être installé dessus. Je dis le photovoltaïque parce que c'est le sujet du jour, mais on pourrait parler d'autres énergies et je vais y revenir dans 5 minutes. Donc, techniquement, ce switch, on sait le faire. Techniquement, on sait construire des bâtiments qui présenteraient cette capacité à conserver cette qualité d'usage, même si aujourd'hui la réglementation thermique ne favorise pas trop ces formes-là. On a tendance à faire des boîtes extrêmement isolées, quelles que soient les conditions extérieures. Enfin, avec le BBIO, ça change un petit peu. Il se trouve que la réglementation thermique 2020 va plutôt insister, en tout cas sur les schémas actuels, sur l'analyse en cycle de vie, plutôt que sur la solidarité énergétique. Et du coup, se pose la question de la gouvernance de cette optimisation du bâtiment pour lui-même, ou pour le territoire ou pour le réseau. Et aujourd'hui, quand on interroge les distributeurs d'énergie, Enedis ou GEG, voilà, eux ne voient aucun problème à une forme un continuum d'optimisation qui aille de l'échelle locale à l'échelle la plus grande, à partir du moment où on est sur un seul vecteur, l'électricité. Et donc, on a une vision territoriale de cette optimisation en poupée russe. Mais si on se place du point de vue d'une collectivité, d'un aménageur, d'un urbaniste qui va s'appuyer sur d'autres sources ou d'autres vecteurs d'énergie avec de la cogénération, avec du réseau de chaleur, du réseau de froid, etc. L'optimum local, la diminution de l'empreinte carbone locale, peut tout à fait générer des sous-optimisations du point de vue du réseau d'électricité à plus grande échelle. Et là, on est sur un modèle d'optimisation plutôt en archipel, c'est-à-dire composé d'unités qui, en deçà d'une certaine échelle, deviennent opaques à l'optimisation de réseau. Parce que, du coup, là aussi, nœud socio-énergétique, il y a des choses qui se jouent sur d'autres vecteurs, avec d'autres acteurs que l'électricité. Du coup, je prends encore 4 minutes, se pose la question si, pour des opérateurs qui seraient des opérateurs, pour le coup, bâtiments, propriétaires occupants ou exploitants énergétiques d'immeubles de bureaux, de savoir si finalement l'énergie produite en plus à un moment donné, à partir du moment où elle est rentable et qu'elle peut être exploitée autrement que pour lui-même ou revendue à EDF, quel usage en faire, dans quel modèle économique et dans quel système de gouvernance. Et donc, on sait aujourd'hui qu'un propriétaire particulier qui installerait des panneaux photovoltaïques, s'il peut, comme il a toujours pu, consommer l'électricité qu'il a produite, ne peut toujours pas vendre cette électricité. En revanche, il peut la partager à travers une structure juridique spécifique. Et la question est de savoir comment s'opère cette mutualisation. Et là, on a de nouvelles technologies qui peuvent se combiner aux technologies actuelles de partage de l'électricité, qui sont la blockchain, par exemple, qui permettent de tracer et fiabiliser les transactions au sein d'une même structure, et sans nécessairement passer, comme on le croit souvent, par du réseau privé. Aujourd'hui, ça peut s'opérer sur du réseau public. La question est de savoir à quelle échelle ça s'opère. Alors, pour l'instant, on sait que tout ça peut s'opérer en aval d'un transformateur haute tension, basse tension, ce qui donne une certaine granulométrie assez large à ces opérations d'autoconsommation collective, dans le cadre du tarif unique de raccordement au réseau public d'électricité. La Commission de régulation de l'énergie prévoit un TURB aménagé dans la mesure où il y a un bénéfice collectif à ces formes d'exploitation de l'énergie, mais pour l'instant, c'est plafonné à 100 kW par installation. Enfin, je dis pour l'instant, le décret est en train de sortir. Donc du coup, on va avoir des formes d'optimisation spatiale qui, pour l'instant, reposent sur des calculs assez conventionnels, parce que 100 kW, c'est un chiffre trop long pour être le résultat d'analyses poussées, et sans doute que les choses sont amenées à évoluer, peut-être
pas avec des seuils, mais avec une progressivité. Voilà. En tout cas, tout ça dessine une nouvelle figure du consommateur d'énergie, du producteur d'énergie, qu'on ramène très souvent au consommateur, mais ça c'est une figure un petit peu individualisée. Il y a sans doute derrière l'intégration urbaine du photovoltaïque dans un système socio-énergétique local, un nouveau contrat social énergétique à penser, à trouver, qui intègre les usagers, mais qui intègre la collectivité territoriale, la ville, le bailleur social, des collectifs d'habitants. Mais aujourd'hui, finalement, le futur de l'énergie à travers le photovoltaïque urbain se joue dans un compromis entre plus d'autonomie et plus de dépendance au réseau. Voilà, merci. Merci beaucoup François Léonard. Y a-t-il des questions? Alors, on en a une. Bonjour, Jacques Noël, donc entrepreneur du numérique au service de la transition énergétique. J'aimerais juste faire une réflexion par rapport à ce que vous énoncez. Je me réfère, moi, à l'expérimentation des bâtiments énergie plus, carbone moins, oui, dans son niveau le plus élevé d'exigence. Est-ce que ça ne préfigurerait pas la future réglementation thermique où on demande aux bâtiments non seulement d'être à énergie positive, mais en plus d'être solidaire et d'accompagner l'équilibre des réseaux, en prenant en compte justement cette dimension spatiale supplémentaire qui est le territoire à énergie positive? Alors, de mon point de vue, ça serait souhaitable. Pour l'instant, c'est pas ce que je vois se dessiner. Elle existe pourtant, ce niveau d'exigence a été énoncé, et tout à fait. Mais là, justement, c'est-à-dire que ce qui se dit, c'est qu'il y a plusieurs véhicules pour ça. Il y a deux véhicules normatifs, il y a un véhicule réglementaire et il y a un véhicule, on va dire, de label. Pour l'instant, l'idée, ça serait de se fonder sur des labels plutôt que sur la réglementation. Incitation plutôt que sanction, c'est ça? Oui. Question? Merci pour la présentation. Moi, je me posais la question s'il n'y avait pas derrière un renouveau des régies municipales de l'électricité. Il y a cette question-là, et aujourd'hui, quels étaient les freins et en même temps les potentialités à ce type de développement? Oui, il y a un renouveau, mais qui, à ma connaissance pour l'instant, est très mince, enfin, ou en tout cas très ténu plutôt, pour deux raisons. Parce que c'est que les acteurs territoriaux, municipaux de l'électricité étaient principalement les syndicats départementaux d'électrification, devenus les syndicats départementaux d'énergie. Aujourd'hui, cette compétence a été attribuée à d'autres entités territoriales, les intercommunalités de gestion de projet, les communautés urbaines, communautés d'agglomération. Donc le passage n'est pas évident. D'autre part, sur ces questions-là, sur cette technologie-là, les petites collectivités sont très démunies, et quand on parle de smart grid, d'ailleurs, je n'ai toujours pas bien compris quelle était la nature spatiale d'un smart grid. Quand je vois un projet comme... je cherche le nom du grand projet en Bretagne, Smile, et quand je vois ici Grid, je ne sais pas si on parle de la même chose. Et donc, en tout cas, on le voit apparaître territorialement, en général à travers des grandes opérations d'urbanisme, et quand on interroge les aménageurs, les urbanistes et le maire de la collectivité sur le bénéfice urbain du smart grid, voilà, à part diminuer le coût d'infrastructure, et encore c'est l'aménageur qui le dit, ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Dernière question. Oui, juste un commentaire. Je pense que d'abord c'est un point extrêmement important. J'ai beaucoup travaillé, je suis Philippe Chartier, le syndicat des énergies renouvelables. J'ai donc beaucoup travaillé sur effectivement l'émergence des labels des postes. Et je crois qu'il faut bien avoir en tête que, compte tenu de son caractère modulaire, à certaines échelles, le photovoltaïque, c'est les économies d'énergie, et à une autre échelle, c'est de la production d'énergie. Et il y a une manière très concrète de le voir au niveau collectif, c'est ce qui se passe au niveau du poste HTB, HTA. Si vous avez, à n'importe quel moment dans l'année, du refoulement
finalement de la partie basse tension, moyenne tension, HTA, vers le HTB. Vous êtes d'abord dans des régions rurales, où il n'y a pas que du photovoltaïque sur les bâtiments, il faut le combiner tout, et vous êtes, que vous le vouliez ou non, dans une logique de production d'énergie. Quand vous êtes dans un système où à toute heure de l'année, vous n'avez aucun foulement au niveau du poste HTB, HTA, vous êtes dans une logique d'économie d'énergie avec tout ce que ça suppose. Et je pense que le rôle des collectivités locales, en lien avec, en tant qu'autorité concédante, entend maintenant que possibilité pour elles de renforcer les exigences des labels et des règlements. Avec un couplage avec le concessionnaire, c'est un niveau absolument clé de toute l'opération, au-delà des opérations individuelles et même des opérations d'autoconsommation collective qui vont donner lieu à des contrats entre des particuliers et qui ne résout pas le problème de la solidarité de proximité qui, à mon avis, est l'avenir du point de vue du contexte de ce type de technologie. Bien. Merci beaucoup François Ménard. Donc, on va passer maintenant à... Alors Philippe Malbranche, à nouveau, qui est directeur général de l'INES, pour une approche cette fois-ci plutôt des services que attendent le photovoltaïque. Bonjour à tous, bonjour. Donc on va parler effectivement des nouveaux services permis par l'usage du photovoltaïque. Donc sur INES, on couvre l'ensemble des applications, que ce soit l'intégration au réseau, l'intégration au bâtiment, l'intégration dans le transport. Et donc je vais articuler l'exposé sur ces trois thématiques. Donc ça, c'est toute la gamme des applications sur lesquelles nous travaillons. Donc les réseaux, comme je disais ce matin, réseau thermique, réseau électrique, les bâtiments, le transport et les sites isolés. Alors je ne vais pas vous parler des nouveaux services dans les sites isolés, quoique, pourquoi pas. Enfin, c'est vrai que ça a démarré, j'ai fait mon premier site isolé en photovoltaïque en 80, là ça a été rappelé par notre historien. Et c'est vrai qu'il y a encore de l'innovation à faire là, mais j'en parlerai pas là. Donc je vais me focaliser sur les réseaux, le bâtiment et les transports. Sur tous ces sujets-là, on fait de l'innovation, on informe, on fait du lien, on fait de la formation. L'intégration dans les réseaux, donc sujet sensible, ça perturbe les réseaux, ça fait plein de problèmes. Donc on essaye d'apporter des solutions. C'est vrai que c'est une électricité variable, par contre parfaitement prédictible. On a différents, enfin là j'ai pas le temps d'expliquer, mais on a différents outils pour ça, des startups créées là-dessus. Et c'est une source maîtrisable. Maîtrisable au sens que l'on peut écréter, ou si l'on a écrété, on peut redéclencher un surplus de production. Donc c'est maîtrisable au sens que c'est juste du hardware, du software qui pilote du hardware et qui a un temps de réaction extrêmement rapide. Donc on peut émuler l'inertie, on peut, en jouant sur le soft qui pilote l'onduleur, on peut être extrêmement réactif et apporter des soutiens en tension, en fréquence, qui sont absolument monnayables. On parle de plusieurs dizaines de kilo-euros par an par mégawatt installé, dès lors qu'on sait offrir ces services-là. Évidemment, soutien à la gestion du réseau, comme je disais, en écrétant. Et ça, c'est un exemple de soutien au réseau. Alors, sur ce système-là, il y a une batterie de stockage. Et ce que je dis là, c'est aussi possible. Il peut y avoir des services de soutien de réseau sans batterie, uniquement en utilisant donc les performances de l'onduleur qui peut injecter au choix soit que du réactif, soit du réactif, et aider à piloter le tout.
Deuxième élément, ce matin on nous a dit qu'il y avait moins de soleil en hiver qu'en été. C'est vrai. Mais pour cette énergie variable, et quand on raisonne au niveau du réseau, il faut absolument intégrer l'ensemble des énergies variables. Et quand vous regardez, donc ça c'est la production sur 5 ans, donnée par RTE. Donc on voit les 5 postes correspondant aux 5 étés. Et quand vous rajoutez la production éolienne d'un mix non optimisé, vous obtenez ça. Et vous vous apercevez qu'il y a plus de vent en hiver qu'en été, et que les deux sont parfaitement complémentaires. Et vous créez déjà une bonne base mensuelle, là. Évidemment, tout ça, c'est à décliner selon les semaines, selon les jours, selon les régions, etc. Mais là, vous avez quand même déjà une base assez sérieuse pour imaginer quelque chose de finalement pas si fluctuant que ça. Autre élément, prendre en considération. Alors, je ne suis pas en train de faire un cours au complet. Effectivement, il y a plein de simulations à faire par derrière. Il y en a qui font ça par pas de temps demi-horaire ou horaire sur toute l'année, par région, etc. Là, je donne quelques flashs rapides. Quand on considère un mix d'1 gigawatt solaire plus 1 gigawatt éolien, à l'instant T, ça vous donne une certaine partie de la puissance max éolienne et de la puissance max solaire. Donc vous vous retrouvez à un point, par exemple, qui va vous donner 0,2 gigawatts et puis 0,5 gigawatts, ça vous fait ce point-là. Les couleurs sont des saisons. Donc vous voyez qu'il y a plus de bleu du côté de l'éolien, enfin donc sur l'hiver, et le solaire sur l'axe photovoltaïque en bas. Ce qui est important à voir là, c'est qu'on parlait écrêtement. Donc 1 gigawatt solaire, vous voyez que ça ne donne jamais 1 gigawatt. 1 gigawatt solaire, vous voyez qu'au maximum ça vous donne 75-80%. Pareil en éolien. Et 1 plus 1 gigawatt solaire plus 1 gigawatt éolien, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne toujours moins de 1 gigawatt à plus 99% du temps. Vous voyez que sur une année, là, sur 8760 heures, vous avez moins de 80 points qui sont en dehors de ça. Donc vous voyez aussi quand vous écrêtez, finalement, vous écrêtez très peu d'énergie. Vous pouvez écrêter beaucoup sans écréter finalement de l'énergie. Enfin, vous écrétez beaucoup en puissance, ça n'écrète quasiment rien en énergie. Donc voilà, tout ça c'est deux choses pour vous faire un petit peu réfléchir, vous montrer que c'est pas simple, qu'il y a plein de choses à faire derrière ça, mais c'est pour montrer que l'arithmétique là-dedans n'est pas tout à fait standard et que ça nécessite beaucoup de simulation, de modélisation, pour montrer qu'il y a des choses tout à fait jouables. Alors après, l'intégration du solaire, quand on parle de l'intégration du solaire, c'est jamais 100% de solaire. C'est toujours, je viens de le montrer, solaire et éolien, plus les autres ressources locales, donc de l'hydraulique, de la biomasse, et puis autre chose. Ça dépend des pays. À la louche, une réponse rapide, on peut imaginer tout le mix énergétique à 5 fois 20% de tout ça. Si on est dans un pays plus ensoleillé, ce sera plus de solaire. S'il n'y a pas d'hydraulique, ça sera remplacé par autre chose, etc. Donc il n'y a jamais de réponse toute faite. Tout ça, c'est à adapter selon les régions. En tout cas, là, on se focalise sur le solaire. Et je vais vous montrer comment on peut augmenter la part du solaire. Bon, 20%, c'est relativement facile. Mais comment aller au-delà? 30%, 40%, et pourquoi pas encore plus? C'est ce qu'on va voir. Donc le décalage de la demande électrique peut vous amener assez facilement à aller vers 30%, 40%. Si vous intégrez des stockages existants, comme un véhicule électrique, comme un chauffe-eau électrique, là vous pouvez monter jusqu'à 70-80% d'autonomie, sans stockage additionnel. Donc c'est des choses qui se traduisent. Un ballon d'eau chaude, 3 kW, 200 litres, 300 litres, ça vous fait déjà des dizaines de gigawattheures. Ça vous fait du stock à l'échelle de plusieurs jours. Des véhicules électriques, vous imaginez 1 million de véhicules électriques,
Là, c'est plus des dizaines de gigawattheures, c'est des centaines de gigawattheures disponibles. Parce que là, on n'est plus sur quelques kilowattheures stockés, mais un véhicule électrique, c'est 20 kWh, 30 kWh, enfin, voilà. Et puis, il y a tous les autres stockages. Donc, dans un bâtiment, un des meilleurs stockages, c'est l'inertie du bâtiment, protégé par l'isolation. Et là, là aussi, vous avez plusieurs jours. Nous, on travaille sur les bâtiments, sur notre plateforme, on a des maisons témoins, des maisons qui perdent 1 degré par jour quand vous coupez tout apport solaire, tout chauffage d'appoint. Vous la lâchez par moins 10 degrés extérieur à 20 degrés. Le lendemain, elle est encore à 19. Et sur le lendemain, elle est à 18. Le troisième jour, elle est à 17 degrés. Sans aucun apport. Donc vous voyez que des stockages, on en a. Donc, avant de tout imaginer en stockage électrique, lithium, en stockage hydrogène, il y a de la marge, il y a beaucoup de choses. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en aura pas besoin. Dans le futur, il y en aura besoin. Mais il y a plein de choses à faire avant, et très économiques. Et voilà, le dernier point, c'est ce que je viens de dire. Pour aller au-delà, il y a toutes les autres formes de stockage. Alors, exemple de gestion de la demande. Là, on a un parc de véhicules électriques, mais ça peut être un parc de chauffe-eau, un parc de consommation de divers bâtiments que l'on peut piloter et qui veut être chargé instantanément. Ok, on laisse faire. La production solaire variable est comme ça. Vous avez un taux de couverture du solaire, un taux d'utilisation du solaire dans votre demande de 23%. C'est pas terrible. Ce que vous voulez, c'est que la voiture soit chargée, mais qu'elle soit chargée à midi ou à 14h ou à 16h, ça, majoritairement, ça ne vous importe pas. Ou si c'est important pour vous, vous le dites, et vous repartez avec votre voiture chargée dès 10h du matin, et vous adaptez à la demande, à la production solaire. Et vous arrivez sur une journée comme ça, une production de 100%. Alors, la courbe de demande, on peut la mettre comme ça, pour qu'elle corresponde à une charge solaire, mais on peut la maîtriser dans tous les sens. On peut la maîtriser pour être constante, on peut la maîtriser pour minimiser le temps d'attente, ou minimiser le coût de la charge s'il y a deux tarifs, creuse en pleine, etc. Donc une demande, ça se gère. Voilà. C'était l'intégration dans le réseau. Donc les services pour arriver à ça. L'intégration dans le bâtiment, voilà, on va voir différents sujets. Pour moi, il y a un truc important, c'est l'esthétique. On parle de sciences humaines et sociales, d'acceptabilité. L'esthétique, ça joue. Donc on va voir des couleurs, des formes, de la semi-transparence, etc. De l'économie de matière aussi, qui induit la baisse des prix, encore. Et puis de l'impact énergétique, c'est évident. Et donc le service que l'on va apporter, le photovoltaïque, va aider à garantir une performance énergétique, donc vers des bâtiments à énergie positive, et donc avec des coûts de fonctionnement maîtrisés, voire même une rente maîtrisée. Alors le potentiel est énorme. L'ADEME avait fait une étude parlant de 300 à 400 gigawatts possibles. Je convertis ça par 1100, 1200 heures en moyenne, ça fait plus de 400 TWh. C'est l'équivalent, c'est proche de la consommation actuelle. Donc vous voyez que le potentiel est important juste en intégrant des choses sur les bâtiments. Troisième point, les prix. Je vous ai mis le prix des tuiles. Tuiles romaines, tuiles mécaniques, un peu plus cher. L'ardoise. Et puis au-delà, si on veut un bâtiment recouvert de verre ou de marbre, vous voyez les prix. Bon, j'ai pas la pose de tout ça, donc je me suis juste arrêté à ça. Globalement, de la tuile romaine posée, 60 €, de la tuile mécanique posée, 70-80 €. Le photovoltaïque, moins cher que l'ardoise. Donc d'ores et déjà, quand vous partez sur une maison neuve, vous arrivez à des prix d'électricité négatifs, économiques. Voilà, vous êtes, si vous comparez à l'ardoise, si vous êtes en Bretagne, c'est moins cher que vous équipez en photovoltaïque à coût nul. Donc voilà ce que ça donne. Là, on va passer très vite sur différentes installations, sur du bâtiment neuf,
justement là une maison en Bretagne, hein, de l'ardoise, du photovoltaïque, du thermique. Ça s'intègre tout à fait bien. Ça s'intègre dans le neuf, mais aussi dans l'ancien. Et ce que ça donne sur de la pierre de taille, sur des vieux centres-villes, il y a différentes choses. Assurez-vous, ça ne dure pas plus d'une minute. Donc dans le bâtiment neuf, il y a des façades de toutes sortes, complètement opaques, semi-opaques, pivotantes, des bâtiments modernes, grande hauteur ou autres. On peut jouer aussi sur la couleur. Là dans Paris, du gris, tout un tas de tonalités, des couleurs multiples. Donc vous voyez la variabilité. Ah oui, avec le dernier point là, qui sont des ambiances particulièrement agréables, soit par les toitures, soit par les façades, de choses semi-transparentes. Évidemment d'autres accessoires du bâtiment, des balcons, des barrières, des murs, des verrières, etc. Voilà. Donc ça c'était pour l'intégration dans le bâtiment. Donc c'est vraiment de nouveaux services, de nouvelles orientations à destination des architectes, mais surtout des usagers, avant toute chose. Et dernier point, le transport. Donc le transport en photovoltaïque, il y a vraiment une super adéquation. Donc ça c'est notre flotte de véhicules électriques sur l'INES, qui est en place depuis 2010 quasiment. Les chiffres clés simplifiés, c'est 1 mètre carré à Chambéry, vous produit 1000 km par an, donc un peu moins sur Paris, on va dire 800, 900, un peu plus dans le sud. Une place de parking, donc ça vous donne 15 000 km par an. C'est 500, 600 fois plus efficace en termes de surface que du biocarburant. 15 mètres carrés, ça vous donne 1 hectare, en gros, de la surface jusqu'à la roue. Qu'est-ce qu'on en a fait de tout ça? On a fait des stations de recharge, comme ça, qui n'ont aucun impact sur le réseau. Ce sont des stations de recharge avec stockage intégré. Si on en met plusieurs qui peuvent communiquer entre elles, et on peut assurer un zéro impact sur le réseau, aussi bien en recharge qu'en décharge. Le véhicule électrique peut être vraiment l'ennemi du réseau en demandant à être chargé aux heures de pointe, peut être absolument indolore vis-à-vis du réseau, soit même l'aider en venant soutenir le réseau aux heures où il en a besoin. Donc ça, c'est une opération qui existe en Corse, où on est en train de déployer avec la société Corsica Sol et le projet Drive Eco plusieurs stations comme ça, tout autour de la Corse. Alors justement, la mobilité, combien ça coûte? Donc 100 km, je vous laisse voir. En essence ou en diesel, vous pouvez mettre vos chiffres, 8, 10 euros. En électricité conventionnelle, 2 euros, à 15 centimes, 16 centimes, un peu plus de 2 euros. Et puis, si vous mettez une centrale villageoise, une centrale municipale à l'entrée du village, vous êtes à 6 centimes, 7 centimes. Voilà, c'est à moins de 20 euros. Donc, voilà pour la mobilité. Et pour finir, donc toujours autour de la mobilité, non seulement le panneau peut être en hauteur, sur des verrières, peut être au sol, donc ça c'est ce qu'on a fait quand j'étais Watounet chez De Colas, qui est une première étape vers tout un tas de nouveaux produits qui vont sortir, où on peut intégrer des choses lumineuses. Ça, c'est ce qui était présenté à Shanghai la semaine dernière, à Snake, où il y a déjà le photovoltaïque, là on ne voit pas les cellules, mais elles y sont, et puis des LED et des choses lumineuses. Donc on peut avoir des voies d'accès reconfigurables à la demande, à distance, interactives, à l'approche de quelqu'un ou d'un véhicule. On peut avoir des notions de dégivrage, étant donné que les cellules sont aussi résistives. On peut s'en servir comme dégivrage, évidemment de source d'alimentation pour les véhicules. Donc tout ça pour vous montrer qu'on est sur de nouveaux services qui sont en train d'arriver. Et là, on ne parle pas de tarif d'achat, mais tout simplement
de services d'autopartage, de mobilité ou de services donc de sécurité et d'éclairage qui peuvent être abordés. Donc voilà, j'en ai quasi terminé. Donc tout ça, bâtiment, transport, réseau, ça vous permet de faire des territoires à énergie positive, enfin contribuer à des territoires à énergie positive. Et puis j'ai passé là. Donc vous voyez qu'on peut vraiment amener de nouveaux services sur les réseaux, sur les bâtiments, dans le transport, avec des valorisations. Et pour moi, c'est ce qui est important derrière ce mot de service. Vous êtes indépendant de tout tarif d'achat, donc dans le futur. Évidemment, je n'ai pas parlé, mais bon, faute de temps. Le photovoltaïque et l'agriculture, je vous ai mis quelques photos. Ça, ce sont des réalisations vraiment en place. L'accès à l'énergie, et puis un grand futur sur, à partir d'une source maintenant qui coûte très peu cher. Il y a tout l'enjeu de la production d'engrais, d'hydrogène et tout, pour baisser la contribution effet de serre. Bon, je vais passer, donc je vous remercie de votre attention. Merci Philippe. J'ai des questions pour la branche. Évidemment, tu as impressionné l'auditoire. Il y avait aussi des questions de support souple sur toutes sortes de supports de photovoltaïque, donc il y a énormément d'applications, celle-ci étant sans doute les principales utilisées. Bien, s'il n'y a pas de questions. Bonjour Philippe, David Marchal de l'ADEME. Tu as parlé de l'intégration bâtie, du comparatif de prix tuiles versus panneaux photovoltaïques, ça c'est intéressant. Je fais le lien avec la présentation précédente et le label E+C-, où on va regarder aussi l'analyse environnementale du bâtiment. Est-ce que vous avez fait ce calcul de bilan environnemental tuiles versus module? Donc il y a un bilan positif, par exemple pour la droite, un bilan économique positif. Est-ce que le bilan environnemental, parce que là c'est une question qui est souvent posée, on va mettre des modules sur les toits, est-ce que ça va gréver ou pas le bilan ACV en fait, du bâtiment, quand on prend en compte la substitution avec les tuiles, qu'en est-il? Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez regardé. Je ne peux pas te répondre là. Je sais que la tuile est assez énergivore. Donc j'aurais tendance à être optimiste, mais bon, je ne sais pas, on n'a pas encore regardé. Bien, on va passer, merci beaucoup. Bon, une dernière question, allez, dernière. Merci pour cette présentation. C'était pour juste un peu revenir sur ces questions de ressources humaines et sociales, même si implicitement on peut aider. Je me posais un peu la question des retours d'expérience sur les bâtiments à énergie positive, enfin, tout ce qui est les usages de l'électricité localisée par les usagers. Je parle d'usagers et consommateurs, je pense qu'il faut faire très attention à la question du consommateur. Sommes-nous vraiment des consommateurs d'énergie ou avant tout des usagers? Où est-ce qu'on en est sur ces questions de retour d'expérience? On sait qu'il y a quand même des problèmes. On donne des températures indicatives qui ne correspondent pas aux usages, qui fait que les gens ont des surconsommations par ailleurs qui tirent sur le réseau. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est des réflexions à ce niveau-là? À l'heure actuelle, on n'est pas encore dans la gestion optimale telle que je le montre. Ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe que sur quelques opérations de démonstration. Dans la vie courante actuelle, on est toujours dans des opérations de tarif d'achat. Donc je revends tout et voilà, donc je ne suis pas forcément intéressé au bilan heure par heure au quotidien. Donc le développement de l'autoconsommation qui commence à apparaître, démarrer, va nous amener ça et va permettre de voir vraiment les comportements, voir comment les gens se positionnent face à ça. Donc à ce jour, on n'a pas vraiment de retour encore là-dessus. C'est effectivement un point à suivre. Est-ce que les gens vont suivre développer des stratégies de gestion? Moi, j'y crois pas. Mais ça se fera en automatique, comme un peu le véhicule, où on dit, bah voilà, conduite éco, conduite sportive ou je sais pas quoi.
Et puis par défaut, les logiciels gèrent selon les critères qu'on a rentrés une fois pour toutes. Et puis voilà, et si on veut reprendre la main, on reprend la main. Mais pour moi, ça sera largement automatisé. Et après, l'acceptabilité, c'est clairement encore à voir. Voilà, merci beaucoup Philippe. Donc on va passer à la troisième présentation, qui est le point de vue de l'EDF R&D sur les défis de l'autoconsommation et du couplage entre photovoltaïque et stockage, donc par Jean-Christophe Gau, qui est chef du département économie, fonctionnement et études des systèmes énergétiques, donc EFES, de l'EDF R&D. Merci, bonjour à toutes et tous. Mais au préalable, avant de revenir purement SHS, je reviens un petit peu sous les questions un peu techniques qui viennent d'être abordées ou qui avaient été aussi évoquées ce matin par un Anna d'ailleurs dans sa présentation assez générale. Simplement sur la question de l'intégration des ENR sur les réseaux, je voudrais simplement signaler que la R&D d'EDF, on a réalisé une étude très très lourde, très complète, qui a examiné un scénario de 60% d'ENR sur le système électrique européen, donc 40% d'ENR intermittente. Et donc on a examiné l'ensemble des questions techniques que ça pose en matière de tenue de tension, protection des réseaux, de stabilité des réseaux, de backup, de traitement de l'intermittence. Voilà, et donc la synthèse de cette étude est disponible sur Internet. Donc on montre que ce système fonctionne, on a des solutions qui permettent de gérer ces situations. Voilà, et d'une façon plus générale, ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille de façon très précise sur l'intégration des énergies renouvelables sur le vélo, sur le réseau, pardon. Et donc avec le développement d'un certain nombre de solutions, utilisant en particulier des batteries pour faire du soutien à la fréquence ou à la tension, des solutions aussi en termes de dispositifs de régulation de tension, qu'on expérimente sur les systèmes insulaires en particulier, qui sont ceux sur lesquels les taux de pénétration des énergies renouvelables commencent à devenir importants. Et donc, afin de permettre une progression de ces taux d'insertion, on développe beaucoup de solutions de recherche. Voilà. Et en fait, l'objet de mon intervention aujourd'hui était principalement centré, enfin, en accord avec Jean-Guy et Jean-Marc, sur les besoins et les principales préoccupations de la R&D d'EDF autour des SHS. Et donc, pour illustrer, là, j'ai retenu un certain nombre de questions qui se posent à partir de l'autoconsommation, mais pas seulement. Bon, sur la question de l'autoconsommation, les questions technologiques, elles sont maintenant bien réglées avec de gros progrès. Une baisse des coûts, ça a été souligné plusieurs fois ici, sur les photovoltaïques. Le stockage, ça commence à baisser et ça va baisser encore plus. Donc les problématiques qui apparaissent aujourd'hui, elles sont vraiment, plus que sur les technos, elles sont vraiment sur les thématiques SHS. Voilà, donc je vais illustrer par un certain nombre de questions simplement qui se posent pour nous. J'ai retenu trois thèmes. Déjà les déterminants du choix de l'autoconsommation, je reviendrai sur ces trois thèmes. Des questions aussi globales d'économie et de régulation autour de l'autoconsommation. Et plus largement, au-delà de l'autoconsommation, la question du consommateur-acteur dans le système électrique. Voilà, donc les déterminants du choix de l'autoconsommation, on sait ce qu'il en est d'un point de vue technologique et des coûts. Aujourd'hui, ça commence à devenir pertinent. Les dispositifs réglementaires commencent à se mettre en place. Donc derrière, de quelle façon est-ce que ça va se développer? Donc il y a un certain nombre de déterminants que je liste ici et qu'on va chercher à instruire maintenant pour essayer d'évaluer de quelle façon pourrait se développer l'autoconsommation. Donc il y a les questions d'intérêt économique, de l'envie d'autarcie ou de résilience qui peut exister de façon un peu différente selon les pays, l'importance du produit ici qui commence à être sensible, les organisations d'autoconsommation collective et le choix des énergies renouvelables. Et plus globalement, autour de ça, la problématique qui apparaît maintenant, c'est quelles vont être les appropriations des enjeux tant individuels que collectifs liés à la consommation d'énergie et à sa production. Deuxième thème un peu général que je vous propose d'explorer, c'est la question de l'économie et de la régulation. Bon, déjà, la question économique directe de l'investissement. À quel moment ça peut être rentable pour un individu, une collectivité d'investir? Quand on regarde à peu près, par exemple pour la France, ça dépend quand même encore des endroits, ça dépend du type d'équipement qu'on retient, en distinguant seulement PV ou PV plus stockage. Puis ensuite, derrière, j'insiste un petit peu sur les questions de régulation.
Il y a des dispositifs réglementaires qui commencent à se mettre en place. Ils vont évoluer de façon régulière et fréquente pour accompagner le niveau de développement, comme on l'a vu, pour le soutien aux énergies renouvelables à travers les mécanismes d'obligation d'achat. Donc tout ça, ça va bouger, ça va se mettre en place, mais il y a un certain nombre de principes qui seront très très importants, surtout à mesure que les volumes, si les volumes deviennent importants, des questions à traiter pour éviter par exemple des effets d'aubaine, pour proposer des incitations qui soient raisonnables, pour s'assurer aussi que les gains sont vraiment effectifs pour la collectivité, et puis assez fondamentalement aussi comment éviter les transferts de charges et de fiscalité entre les autoconsommateurs et les consommateurs qui ne peuvent pas s'équiper de ce type de dispositif. Puis derrière aussi, il y a des questions aussi bien connues comme la couverture des coûts du réseau. Le réseau, il doit être capable de vous alimenter en hiver à 19h. À ce moment-là, il n'y a pas forcément de production. Et pourtant, l'autoconsommateur, il paye moins de factures de réseau parce qu'il injecte moins d'énergie électrique au moment où il produit. Donc, il y a toutes ces questions-là à traiter derrière en matière de régulation. Et puis, un troisième thème que je vous propose, c'est la notion de consommateur-acteur qui a été mise un peu dans l'actualité par le Clean Energy Package, qui a déjà été évoqué, là, qui est sorti en novembre. Là. Donc l'Union européenne veut encourager le modèle du consommateur-acteur. Les études disponibles dans le monde jusqu'ici sur ce sujet montrent que les gens sont assez peu concernés et qu'il n'y a pas cette implication-là. Bon, pourtant, les équipements technologiques disponibles aujourd'hui, à travers des smart grids, des solutions de flexibilité, de pilotage, de production locale, de stockage, etc., rendent cette idée envisageable. Bon, ça a été évoqué aussi dans la présentation précédente. Donc les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement les consommateurs vont chercher réellement à devenir acteurs et utiliser les flexibilités, les moyens dont ils disposent, ou bien, autre aspect, sont-ils prêts à mettre à disposition ces sources de flexibilité dont ils disposent pour que des opérateurs les utilisent et les valorisent. Voilà, donc c'était simplement un ensemble de questions, de thématiques SHS qui nous intéressent, il y en a plein d'autres. Et voilà, donc je voulais souligner cette importance des questions SHS au-delà de la seule techno qu'on gère depuis assez longtemps. Donc on mène déjà des travaux importants sur ces thématiques, vous vous en doutez bien, mais ce que nous souhaitons aussi, c'est aussi la finalité de notre présence aujourd'hui sur cette journée, c'est chercher à développer des coopérations avec les gens impliqués, les équipes SHS du plateau de Saclay. Et en ce sens, la MSH nous paraît une discipline tout à fait, une démarche tout à fait intéressante. Voilà, j'en ai terminé. Y a-t-il des questions? Jean-Christophe Gault. C'est une question un peu vache, je suis désolée. On a l'habitude. Quelle recherche ont emmené le but à ce que EDF aujourd'hui soit capable de vendre 2 fois plus cher la même chose que les autres sur le marché que les gens achètent? Je dis que c'est une question vache. On sait que l'acheteur d'une solution photovoltaïque met beaucoup de confiance dans l'entreprise qui lui vend. Et on sait aujourd'hui qu'il est beaucoup plus prêt à acheter cher à EDF que pas cher à un artisan indépendant. Qu'est-ce que vous avez fait dans vos études qui vous avez abouti à ce que vous arrivez à rationaliser ce positionnement et cette réussite? Franchement, j'ai du mal à comprendre la question. Vous voulez dire en tant qu'installateur L'offre EDF, pour un particulier, pour l'entreprise, pour l'agriculteur, il est en général entre 10 et 100% plus cher que ses concurrents, mais les gens achètent quand même. Donc je pose la question, qu'est-ce que vous avez fait dans vos études marketing pour pouvoir vendre ça? Sur le projet. Excusez-moi, c'est pas une meilleure stratégie pour AMR. Je pense que c'est avant tout une stratégie de qualité qui a été mise en œuvre depuis plusieurs années avec EDF sur nos produits, qui justifie
sans doute ce surcoût, ce qui reste encore quand même à vérifier. Bien. Je donne la parole. On va donc terminer la session. Ah, pardon. Bonjour, Frédéric Ravel, ministère de la Recherche. À propos du consommateur, je voulais savoir en fait, pour le faire court, tout le monde n'a pas des dons d'acteurs innés. Il y a des populations qui sont en général favorables à ce genre d'expérimentation. C'est par exemple la population estudiantine. Et je sais qu'il y a des démonstrateurs qui sont faits notamment dans les réseaux intelligents à partir des campus, par exemple. Puisqu'on a là effectivement un terreau plus propice à ce genre d'expérimentation sociale et économique. Est-ce qu'il y a déjà des retours d'expérience intéressants dans ce domaine, ou est-ce qu'on en est qu'au début de ce genre d'expérimentation? Moi, j'ai discuté avec Daniel Linco et j'ai raté le tout début, c'est sur les expérimentations de... Daniel. La question, c'était de savoir s'il existe... le consommateur, c'est effectivement le rêve de la Commission européenne. Hein, dans l'Union de l'énergie, c'est la première des priorités, c'est mettre le citoyen au cœur du système énergétique, etc. C'est pas quelque chose qui est sans doute, on va dire, naturel, ou en tout cas, on a souvent d'autres besoins dans sa journée, dans sa vie quotidienne, besoins assurés avant d'assurer celui-là. En revanche, il me semble, des expérimentations qui sont faites dans des campus, dans des choses comme ça, où le milieu sociologique ou la catégorie socio-professionnelle est différente, beaucoup moins diversifiée que dans un vrai quartier, et où donc on peut se permettre de faire ce genre d'expérience un peu novatrice, innovante, au sens de la gestion par l'utilisateur, par l'usager, de sa propre électricité, etc. Je sais qu'il existe des démonstrateurs, des territoires de démonstration. Dans la Nouvelle-France industrielle, il doit y avoir, me semble-t-il, un des plans qui concerne les réseaux électriques intelligents qui travaillent là-dessus à partir de campus présélectionnés. Est-ce qu'on a déjà des retours ou est-ce qu'il y a des retours? C'est allusion au nouveau campus, parce qu'il y a eu 4 présélectionnés, mais voilà. À ce jour, ça n'a pas vraiment abouti. Ça n'a pas vraiment abouti. C'est qu'en fait, pour l'instant, il y a un problème de financement clairement posé sur ces 4 campus, exactement sur le Saclay. Je ne sais pas si c'est à ça que tu fais allusion. Entre autres. Mais sinon, il y a aussi l'expérience de MIT, du campus de MIT. Là, c'est carrément les étudiants et toute la population du campus qui recherchent justement des usages plus vertueux de l'énergie. Enfin, je pense que voilà. C'est donc l'idée de tirer de l'expérience, bien évidemment, de ces premières démonstrations. Parce que c'est pas évident d'être un consommateur. Non. On a aussi des expériences dans d'autres pays. Il y a des pays qui ont recherché à créer des prix dynamiques de l'électricité. Et là, on constate que la participation des consommateurs demeure très faible. Oui. La question. Christine Blondin, je représente une coopération solaire citoyenne. À propos des consommateurs acteurs, effectivement, pour un individuel, c'est assez délicat, mais pour un groupe de citoyens, ça devient beaucoup plus faisable dans la mesure où dans certains quartiers, il suffit de prendre un quartier, vous avez un avocat, un ingénieur électricien, etc., un contrôleur de gestion, et c'est beaucoup plus facile de mettre en commun ses compétences, et beaucoup plus rassurant aussi, peut-être pas autant que EDF, mais ça permet d'asseoir une échelle intermédiaire entre l'individu, qui effectivement ne va pas s'investir dans un projet de ce type-là, de producteur d'électricité, et un opérateur de l'autonome. Donc cette dimension de collectif de citoyens me paraît aussi tout à fait jouable. Dans les centrales villageoises dans la région de PACA, ça marche depuis plusieurs années et ça fonctionne très bien, souvent avec l'appui des collectivités locales. Bien. Donc, effectivement, c'est le genre de choses qu'on suit. Déjà, il y a le progrès technique qui permet, qui facilite grandement les choses par rapport à un produit compliqué qu'est l'électricité. Et donc, derrière, la façon dont les gens peuvent s'organiser pour réagir collectivement, on suit. Bien, on va donc terminer cette session avec une dernière présentation
peut-être un peu plus prospective et qui porte sur donc, le passage de l'offre des technologies à l'offre de services. Une véritable opportunité pour la filière. Je parle d'Athalie Polkenec, qui est donc économiste au CEA, donc à la direction des analyses stratégiques, et qui est aussi vice-présidente du conseil académique de l'Université Paris-Saclay. Donc une vision d'ensemble des ressources de l'université. Donc bonjour à tous, je suis très heureuse d'être parmi vous cet après-midi. Je remercie beaucoup Jean-Guy ainsi que Jean-Marc. Alors, et en fait, il m'avait demandé de plancher sur la question suivante. Donc, photovoltaïque, passer de l'offre de technologie à l'offre de service. Et il m'a dit, quel verrou au changement. Donc, et puis finalement, en réfléchissant à la question, j'ai préféré changer le titre pour être beaucoup plus optimiste que je suis d'ailleurs sur le développement du solaire photovoltaïque. Et donc, je parle vraiment d'une véritable opportunité pour la filière, à condition que l'on change, je dirais, de paradigme économique. Rien que ça. Alors, en fait, quand on regarde l'approche traditionnelle de la filière PV, on se base toujours sur un prix de revient moyen qui est calculé grâce au LCOE. Mais c'est comme ça qu'on repère justement sur les appels d'offres le prix qui a été retenu. Mais moi, j'alerte quand même sur le fait que c'est un prix moyen, alors que le prix de marché est très variable et il est corrélé négativement aux productions fatales, comme le photovoltaïque et les énergies renouvelables. Alors si on regarde plutôt l'indicateur qui permet de voir la rentabilité pour l'investisseur en solaire photovoltaïque hors tarif d'achat, il faudrait plutôt se tourner, d'ailleurs ça a été vu ce matin, sur la valeur actuelle nette, mais sans tarif d'achat, qui constitue à calculer la valeur actualisée de chaque kilowattheure PV produit, donc ça avec un pas de temps fin, pour voir en effet sa valeur sur le marché par temps de pas fin, et auquel on enlève le coût de l'investissement. Alors si on prend cette vision basée sur la valeur actuelle nette, eh bien on arrive finalement à ce qu'on appelle, on peut dire, un paradoxe du succès du photovoltaïque, dans la mesure où, comme on l'a vu largement aujourd'hui, vous avez le coût des modules de photovoltaïque qui sont en baisse du fait des effets d'apprentissage, du fait de la recherche et du fait aussi de la subvention de l'industrie solaire en Chine. Et du fait que vous allez avoir un coût d'investissement en baisse et du fait de ça, un nombre d'investissements en hausse, ce qui va venir finalement que la valeur économique du kilowattheure va être en baisse quand le PV va produire. Et donc finalement, ça fait baisser la rentabilité des capitaux investis dans le solaire photovoltaïque. Et puis on a ensuite un autre problème qui vient se greffer avec cette vision traditionnelle du kilowattheure PV, c'est en fait lorsque l'on diffuse à grande échelle le PV dans le mix, on va arriver à des coûts court terme, moyen terme et long terme qui sont associés aux options de flexibilité et qui vont être en hausse donc pour la collectivité. Mais si on prend cette fois-ci une autre approche de l'économie, donc on fasse un peu plus de prospective, eh bien on va se plonger dans une économie alors que Pierre Welst, qui était justement avant aux établissements du Paris-Saclay, qui parle de la révolution hyper-industrielle. Donc qu'est-ce que c'est que cette révolution hyper-industrielle? En fait, il dit que les biens industriels ne sont pas du tout vendus seuls. Ils ne circulent pas seuls d'ailleurs sur le marché international. Ils circulent toujours associés à des services et aussi donc à du numérique et à la connectivité. Et en fait, tout est imbriqué et on ne parle plus de produits manufacturés, mais de produits manufacturés insérés avec un service et avec des services et insérés aussi avec du numérique, de la connectivité. Et en fait, c'est la vente de solutions intégrées qui est basée sur le besoin du client
qui va être ici regardé. Et ça revient à d'autres analyses qui ont été faites notamment par Gilles Marion, qui font dire qu'en fait, quand on regardait ce qu'il faut pour donner, il faut en fait co-créer de la valeur avec le client, le consommateur. Donc ça peut être un individu, mais ça peut être, comme on l'a vu tout de suite, une collectivité. Et en fait, il faut mettre le consommateur au centre de la réflexion parce que c'est un nœud clé dans la chaîne de valeur. Alors, pour le photovoltaïque, qu'est-ce que cela va apporter? Eh bien, ça va permettre d'accroître la valeur du kilowattheure, tant pour l'investisseur que pour la collectivité. Mais on n'est pas tout à fait encore dans ce nouveau paradigme. Pourquoi? Eh bien parce qu'on est finalement, quand on regarde la courbe de Rogers, par rapport à toutes les technologies émergentes associées qu'on a vues à la Smart City, aux bâtiments à énergie positive, on est finalement sur les techno-push, avec l'autoconsommation qui commence à émerger, mais c'est encore finalement au niveau de techno-push quand on regarde le nombre de personnes qui utilisent ces nouvelles fonctions. Et donc en fait, où est-ce qu'on va placer le kilowattheure du PV dans cette courbe? Et il faut aussi bien noter qu'étant donné qu'on est en technologie push, il va falloir mettre une importance extrêmement importante encore à l'évolution technologique et comme on l'a vu, centrer les business models sur le client. Alors, finalement, quand on regarde au niveau de l'offre, on va avoir des marchés émergents, on va avoir une importance à donner à l'évolution technologique, et au niveau de la demande, on va s'apercevoir qu'il y a un essor très important des nouveaux usages qui sont liés au numérique, et ça veut dire qu'on est finalement dans un besoin client-acteur, un consommateur encore pas tout à fait identifié, mais il va falloir se polariser sur en fait le kilowattheure dans la photovoltaïque avec tous les services qui peuvent être associés en tant que produits multiples, en tant que tout service associé. On va essayer de concrétiser en fait le plaisir d'acheter, de produire et ou de vendre un kilowattheure photovoltaïque. Alors, comment on peut travailler sur ça? J'ai regardé le jeu concurrentiel sur la chaîne de valeur de tous les acteurs qui contribuent au photovoltaïque et à tout l'écosystème associé. On va voir que donc on met le client au centre de la réflexion. C'est le client acteur qui va générer des données numériques. Et les acteurs qui vont pouvoir capter rapidement de la valeur, c'est ceux qui sont proches de ce client, c'est-à-dire ceux qui maîtrisent la relation client. Donc on a tous les installateurs de photovoltaïque, on a tous les utilities qui vont fournir de l'électricité, les gestionnaires de réseaux comme Enedis. Et puis on va avoir en amont les acteurs industriels qui vont fournir les briques technologiques, les fabricants de cellules, les modules, les onduleurs, les batteries, etc. Et puis on va voir en back-office, et qui sont de plus en plus importants, ce sont les acteurs du numérique, on peut appeler les facilitateurs, qui vont en fait fournir des outils physiques et numériques à toute la chaîne de valeur. Donc en fait, l'idée, ça serait de se rapprocher le plus possible, y compris pour les acteurs en amont, du client qui est en fait, dont on veut bien comprendre ses besoins et ses usages. Et on peut prendre par exemple l'exemple d'Enphase, qui est une entreprise qui fabrique des micro-onduleurs qui sont connectés et qui en même temps les installe. Donc en fait, il faut arriver à non pas avoir une intégration verticale, mais essayer de voir comment les acteurs peuvent se trouver la meilleure place dans l'écosystème pour approcher le client et gérer aussi les données numériques qui permettent d'apporter des services au photovoltaïque. Donc
les recommandations que l'on pourrait faire pour les acteurs, en tout cas pour les acteurs de type privé, c'est de nouer des coopérations, donc avec les acteurs du numérique et toutes les autres filières industrielles pour faire justement du photovoltaïque multifonctionnel, comme cela a été très bien présenté par Philippe Malbranche, donc des liens avec le bâtiment pour l'intégration, les liens avec l'automobile pour la mobilité solaire, des liens avec l'hydrogène pour le stockage et tout le secteur des batteries. Aussi donc, des liens avec l'agriculture pour développer l'agrivoltaïsme en particulier. Il faut aussi privilégier non pas le B2B, hein, comme j'avais vu au niveau des acteurs industriels, mais le B2C, pour se rapprocher du client final et pour réfléchir aux besoins, aux usages et notamment mobiliser la conception innovante, le design thinking pour s'adapter à des besoins naissants et pour co-créer avec les utilisateurs, consommateurs des produits qui lui conviennent. Après, bon, ça c'est des choses que j'ai entendues en écoutant les personnes qui sont associées à l'énergie et au numérique, qui disent qu'il faut en fait rendre visible le kilowattheure PV pour rendre visible tout ce que ça apporte de positif et qu'on a envie de montrer qu'on consomme, qu'on vend de l'énergie photovoltaïque. Donc là, ça fait appel, il faut pouvoir compter, il faut pouvoir le voir sur son smartphone. Il faut éventuellement payer directement avec son smartphone. Il faut avoir des certifications et cela peut se faire grâce au développement. C'est encore émergent, ça marche beaucoup dans le système bancaire, mais pas encore dans le système énergétique. Tous des blockchains qui permettent justement de comptabiliser et de rendre visible l'électricité sur des réseaux virtuels. Et puis enfin un dernier point, mais avec un point d'interrogation, parce que c'est quand même, bon voilà, on n'en est pas là. Est-ce qu'il faut y aller? On sait, enfin, je sais pas. Vous savez que les GAFA, donc c'est quand même la capitalisation boursière des GAFA est absolument énorme. C'est le PIB de la France. Et qu'est-ce que c'est que leur modèle d'affaires? Leur modèle d'affaires, c'est de faire travailler les clients. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc l'idée, est-ce que ce serait pas réfléchir à cette façon travailler au niveau énergétique, développer des plateformes énergétiques. Bon, bien évidemment, les contraintes dans l'énergie ne sont pas les mêmes, mais c'est peut-être des choses à regarder. Alors je termine au niveau des pouvoirs publics, parce qu'on a vu les aspects des acteurs privés. Qu'est-ce qu'il faudrait faire au niveau des pouvoirs publics? Alors la première chose, c'est la protection des données individuelles, c'est extrêmement important. Il y a des juristes dans la salle, et je pense que là, la loi doit bien avancer sur ces aspects-là. On a vu aussi que c'était encore des technologies émergentes où on doit donc continuer à développer la R&D, mais aussi avec une vision interface entre toutes les technologies, que ce soit du bâtiment, des batteries, de la mobilité, des routes, etc. Donc il faut avoir une vision R&D à la fois multifilière, multitechnologie et bien sûr très axée sur les usages, avec en plus de l'aide à la R&D, de l'aide à l'innovation. Et là, ça n'a pas été mentionné ce matin par rapport à la personne du ministère. Il faut savoir que Ségolène Royal a lancé un appel d'offres pour le solaire photovoltaïque innovant. Donc avec des bonus pour les projets qui seraient photovoltaïques innovants, donc qui intégreraient justement cette multifonctionnalité, l'intégration avec les smart grids, etc. Et enfin, une chose importante qui a été dite aussi juste récemment, en fait, c'est vrai qu'on va peut-être décentraliser sur des aspects quartiers, sur des aspects bâtiments, sur des aspects territoriaux, mais il n'empêche que tous les services qu'on peut associer aux produits manufacturés et la valeur que l'on vend dans des produits manufacturés est extrêmement liée aux services. Et ces services, une grande partie de ces services viennent des réseaux, des infrastructures, et qu'elles soient hard, qu'elles soient soft. Et la puissance publique doit continuer à préserver, à renforcer ces réseaux, et en particulier le réseau des connaissances qui vont permettre d'accompagner tous les produits, je dirais, produits manufacturés avec les services. Et après, bon, ça c'est une question, mais je n'ai pas la réponse, et ça c'est juste un thème de recherche.
justement parce que ces coûts de réseau sont extrêmement importants pour développer cette hyper-société avec les données, etc. Donc la question de la tarification du kilowattheure au coût fixe avec 2 points d'interrogation. Je vous remercie pour votre attention. Merci Nathalie pour son présentation qui est à la fois prospective et en forme de très belle conclusion en même temps pour cette journée. Y a-t-il des questions là-bas? Oui, peut-être on m'entend sans micro. Est-ce que ce besoin d'ajouter un service à l'objet ne peut pas, est-ce qu'il ne peut pas entraîner une création de faux besoins dans le sens du toujours plus pour les GAFA, toujours plus, comme disait le livre des années 70 de Pierre Fitt, là, seulement que là, les vrais demandeurs du toujours plus sont les GAFA. Oui, alors en fait, sans parler des GAFA, en fait, j'avais lu et écouté la question en fait qui est très importante sur la co-création de valeur avec les besoins, avec le besoin, la co-création de valeur avec le consommateur. Ça, c'est extrêmement important et c'est du marketing assez évolué où en fait, c'est faux de dire on va créer des besoins. C'est faux de dire on connaît les besoins quand on est dans des technologies émergentes et quand on est dans les ruptures et quand on est dans la transition, comme c'est le cas actuellement, à mon avis, avec la transition énergétique qui est nécessitée notamment par les besoins climatiques. Donc en fait, c'est une grosse question marketing, c'est des questions de recherche, savoir comment on appréhende, alors le besoin non, mais comment on va co-créer de la valeur avec l'utilisateur. Parce que pour l'instant, même le besoin, on ne sait pas. Donc ça veut dire un travail main dans la main avec les utilisateurs. Voilà, attention à la demande d'énergie éventuelle supplémentaire. Pour dans cette addition d'activités, par la connectivité, etc. Ça peut être une mutualisation aussi. Voilà, ça peut être une mutualisation, une synergie entre deux objets qui vont créer, un seul objet qui va créer plusieurs fonctionnalités. Donc on peut être dans ce sens-là être plus économe et c'est pourquoi on va donner la valeur supplémentaire au kilowattheure photovoltaïque parce qu'il va faire plusieurs choses en même temps. C'était illustré par Philippe Malebranche, il va faire à la fois une tuile et à la fois produire de l'électricité, donc du fait, sa valeur va augmenter parce qu'il va créer les deux choses en même temps pour le même objet parce que c'est un objet qui a plusieurs services. Je me rappelle les projets transparents quand même où on voyait des investisseurs qui voyaient les possibilités de gains sur leur investissement, le bénéfice de leur capital investi diminuer parce que le coût des systèmes diminuait. Donc c'est aussi ça. Oui, parce que ça c'était la vision où on est où on regarde de façon uniquement le panneau solaire point barre, sans regarder tout ce que ça peut apporter en plus. Voilà, ce que ça peut rapporter en plus dans une économie où tout est imbriqué et où finalement la data, tout ce qui est numérique est en train de brouiller les cartes et il faut arriver à voir comment on peut voir clair. On va arrêter la discussion. Vous ayez une dernière question. Alors, à la fin de cette journée, je me pose la question, comment fait le citoyen qui veut se lancer dans le photovoltaïque? Existe-t-il des services conseils pour répondre aux besoins? Est-ce que EDF a un service particulier? Ma question, c'est à qui faut-il s'adresser? Bien sûr qu'il faut des facilitateurs, mais après, je ne sais pas. Ma voisine me répond. Oui, excusez-moi. Pour le particulier, c'est le Centre Source Documentaire National www.photovoltaïque.info. Cofinancé par l'ADEME, opérateur commercial, et